Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence intitulée Comment s'adapter au changement climatique en matière de logement tout en répondant aux besoins et aux aspirations des Français. Tout un programme. Pour en parler, j'ai l'honneur et la chance d'avoir à ma gauche Jean-Philippe Dugouin-Clément. Vous êtes maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France chargé du logement. Ça tombe bien, de l'aménagement durable du territoire et du schéma directeur de la région Île-de-France environnementale. On en parlera. Vous êtes également président de Grand Paris Aménagement, dont on a à droite la chance d'avoir Stéphane Defaille, qui en est le directeur général. Yann Dubosc, vous êtes maire de Bussy-Saint-Georges, ici présent. Vous êtes également conseiller départemental de Seine-et-Marne et président d'EPAMarne. À ce titre, vous êtes un aménageur de taille et de poids en Île-de-France. Enfin, Frédéric Bonnet, vous êtes architecte, vous êtes lauréat du Grand Prix de l'urbanisme 2014 et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée, sur le territoire donc d'EPAMarne, si je ne dis pas de bêtises, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. Enfin, Grégoire Frère-Jacques, merci également d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de l'ANA et vous nous parlerez de tous les dispositifs, notamment, vous me le disiez en préparant ce rendez-vous en matière d'aide à l'ingénierie des maires. Vous nous décrirez ça. Voilà, donc les questions sont des questions d'actualité plus ou moins rapides. Le ZAN, mais avant même le ZAN, la transition écologique, la rénovation énergétique des bâtiments, qui est un élément absolument essentiel. Tout ça, c'est l'actualité du logement dans un contexte que je ne vais pas prendre de temps pour vous décrire, mais dont émane une certaine inquiétude avec la remontée des taux. Enfin, tout ça pour dire que la crise du logement dont on parle souvent n'est peut-être pas près de voir le jour. En face de ça, et pour finir mon introduction, puisque le temps nous sera compté, en face de ça, il y a une exigence accrue des aménageurs, vous nous en parlerez Stéphane, vis-à-vis des acteurs, avec comme obsession, si on peut dire tout à fait légitime, la neutralité carbone en 2050, mais même avant, et on sait tous maintenant pourquoi. Voilà. Assez parlé pour ma part. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous avez une responsabilité particulièrement importante, puisque Valérie Pécresse, hier encore, disait que le SDRIF, ça va consister à savoir où est-ce qu'on peut construire, comment on peut construire dans cette région, et vous avez l'animation de sa rédaction. Expliquez-nous un peu, vous êtes aussi maire, comment vous voyez toutes ces problématiques? Toute la difficulté, c'est qu'on est sur des injonctions profondément contradictoires. Le point de départ, qui à mon avis doit être celui qui doit nous guider, c'est que l'Île-de-France est une région totalement atypique, qui est en croissance démographique et économique permanente depuis l'après-guerre, qui est passée de 6 700 000 habitants en 1947 à 12 millions 3 aujourd'hui, plus que la Belgique, qui chaque année connaît une augmentation de population de l'ordre de 50 à 55 000 habitants. Paris perdant 10 à 12 000 habitants. Pour les 7 départements franciliens, c'est pratiquement 65 000 habitants par an. C'est l'équivalent d'une ville comme Évry-Courcouronnes qui se rebâtit et pour laquelle il faut donner un toit à des femmes, des hommes, des enfants, des services publics et une capacité à pouvoir travailler, à pouvoir vivre leur vie. L'Île-de-France, je le disais, 12 300 000 habitants, plus que la Belgique, mais 1 200 000 mal logés, selon la Fondation Abbé Pierre. Presque 2 200 000 personnes vivant en suroccupation de logements, c'est-à-dire 800 000 enfants vivant dans des logements en suroccupation, ne pouvant pas travailler correctement pour préparer leurs études, pour préparer leur avenir. Et donc, nous avons une obligation et un devoir moral de ne pas mettre cette région à l'arrêt et de pouvoir continuer à permettre son développement. Premier postulat. Deuxième postulat, il n'est plus possible aujourd'hui, face à l'urgence écologique, de continuer, comme si de rien n'était, de continuer, comme nous l'avons fait pendant des décennies, sur une sorte d'étalement urbain effréné, de course en avant, qui s'est fait en Île-de-France comme en France, comme dans tous les pays du monde, pour des questions extrêmement simples. Ça va plus vite et ça coûte moins cher de s'étaler, de construire sur du terrain nu, de partir de proche en proche, plutôt que de retravailler des périmètres urbains déjà bâtis, déjà construits. L'acte de réaménager, quelque chose qui est techniquement faisable, mais qui prend plus de temps et qui coûte plus cher. Troisième postulat, nous avons une région qui aujourd'hui souffre d'un engorgement lié à sa structuration,
qui est totalement construite de manière jacobine, comme l'ensemble du pays, en étoile, depuis un épicentre parisien, et où tout ramène à cet épicentre parisien. Et l'enjeu qui est le nôtre, alors qui était déjà évoqué à l'époque de Delouvrier, mais est d'arriver à avoir une région beaucoup plus polycentrique, d'arriver à avoir des plaques permettant d'avoir une complétude d'offres de services en périphérie de l'Île-de-France, ce qui d'une certaine manière peut être en partie contradictoire à l'un des 3 objectifs écologiques que nous poursuivons, qui est l'objectif ZAN. Aller vers l'objectif ZAN et vers le zéro artificialisation nette nécessite une adaptation. Il n'est pas inimaginable de le développer de la même manière en petite couronne ou en grande couronne. Et si on veut permettre d'avoir des pôles de vie offrant une complétude de services, limitant les transports et donc limitant la production de gaz à effet de serre, la production de carbone, nous avons aussi besoin de permettre des secteurs d'aménagement. On a le cas chez Yann Dubosc sur le secteur de Bussy-Saint-Georges. On a besoin d'avoir des secteurs, en moyenne ou en grande couronne, qui soient des secteurs permettant une complétude d'aménagement. Enfin, et j'en terminerai par là, tout l'enjeu de l'Île-de-France, au fond, c'est quoi? C'est de trouver un équilibre entre urgence écologique au travers du ZAN, du ZEN, du zéro déchet, le besoin de continuer à construire et au fond de rester une région qui soit une métropole mondiale qui reste attractive dans le concert des nations. Alors 2 questions. J'ai pas compris, vous me disiez tout de suite, le ZAN est de plus en plus contradictoire avec le ZEN. Je voulais que vous m'expliquiez ça. Ouais. Tout simplement pourquoi le ZAN, c'est dire on ne consomme pas de terres naturelles. Quand on parle du ZEN, le zéro émission nette, c'est la décarbonation de la société. Décarboner, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des transports en commun plutôt que la route. Quand on construit le Grand Paris Express, on utilise des terres naturelles. Aujourd'hui, on a des ZAD face à des lignes de transport en commun du Grand Paris Express. Lorsque l'on veut une région qui soit décarbonée, ça veut dire produire des énergies renouvelables. Produire des énergies renouvelables, quand on crée un méthaniseur, c'est en moyenne 2 hectares qui sont consommés sur des terres agricoles, quand on parle de terres agricoles. Donc si on est sur une logique de dire demain on veut produire 50 méthaniseurs en Île-de-France, c'est 100 hectares de terres agricoles qui sont sacrifiés. Donc lorsque l'on veut avoir le ZEN, le zéro émission, c'est aller vers des pôles polycentriques qui puissent offrir à la fois du logement, du travail et des services publics. Ça nécessite, quand vous êtes en très grande couronne à Angerville ou dans la Bassée-Montois, de pouvoir avoir des terrains qui soient malgré tout ouverts. Si vous ne le faites pas, vous rabattez les gens vers des transports individuels ou en commun qui produisent du carbone. Donc même sur nos objectifs environnementaux, notamment entre le ZAN et le ZEN, on a des contradictions. Merci. Alors dernière question. Comment le SDRIF E, alors vous avez ajouté un E, donc comme écologique, comment ce SDRIF-là va tenter de résoudre ces contradictions? Bien, il va tenter de résoudre ces contradictions, d'une part avec un travail de co-construction, de co-élaboration avec l'ensemble des acteurs extrêmement fort, avec la volonté d'aller retravailler sur de la renaturation systématiquement partout où cela est possible, et notamment en zone dense. Nous allons avoir une question d'équilibrage à avoir effectivement pour la grande couronne, où la réalité de la grande couronne n'est pas celle de la petite couronne. Et puis au-delà de ça, nous souhaitons profondément mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, sur ce qui est tout un travail pédagogique d'explication, c'est la reconstruction de la ville sur elle-même. D'une certaine manière, quand on utilise le mot densification, c'est quelque chose qui fait peur. Quand on prend les 4 communes les plus denses d'Île-de-France, je mets Paris de côté, qui est la métropole européenne la plus dense, c'est pas les communes où on vit le plus mal. Si je vous dis Vincennes, Levallois-Perret, Montrouge et Courbevoie, c'est pas les 4 communes les plus difficiles. Et souvent, on associe le mot densification à mal-être, mal-vie. La question, ça n'est pas ça. La question, c'est quel urbanisme, quelle typologie d'aménagement et quelle typologie de service public. Merci infiniment. Stéphane Defaille, justement, en préparant ce rendez-vous, on parlait de contradictions et vous me disiez qu'à vous entendre, l'exigence environnementale, l'exigence de qualité, telle que le rapport Girometti-Leclerc l'a décrite, ne s'oppose pas toujours à l'exigence économique. Racontez-nous comment vous voyez vous-même, en tant qu'aménageur majeur de l'Île-de-France, ces contradictions qu'on évoque. Alors, merci beaucoup. Effectivement, trop souvent, on a tendance à opposer les deux. Je vais prendre 2-3 exemples concrets qui montrent au contraire qu'on peut à la fois faire mieux, en termes de qualité et de durabilité,
quand même la meilleure mesure pour pouvoir diminuer l'empreinte carbone de ce qu'on construit, c'est de doubler la durée de vie de ce qu'on construit. On peut faire mieux en qualité, on peut faire mieux en coût, parce qu'on a quand même un sujet. Il ne s'agit pas simplement de faire des bâtiments ou des quartiers extrêmement vertueux. Si les habitants de l'Île-de-France ne peuvent pas acheter de logement ou accéder au logement, on n'aura absolument pas résolu le problème. Et en même temps, de produire de la qualité de vie. Parce que là aussi, c'est très bien d'être dans des thermos comme les premières générations d'immeubles qui essayaient de traiter la question énergétique de l'empreinte environnementale, mais en fait, c'est pas ça ce à quoi les gens aspirent. Donc, le travail qui avait été mené par Laurent Girometti, directeur général des PA-Marne, des PA France et François Leclerc, il y avait un travail très intéressant qui identifiait un certain nombre de mesures orientées vraiment sur la qualité de vie. C'était ça qui était le point d'entrée. Et au travers de Grand Paris Aménagement, nous avons sollicité 180 promoteurs immobiliers pour savoir qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils en pensaient. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? D'abord, est-ce que vraiment ils considèrent que ce sont des éléments qui sont intéressants pour la qualité de vie, mais surtout, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager à le faire? Et quel est l'impact économique? Et il y a des choses très 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 concrètes. Par exemple, aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on construit souvent des bâtiments avec du béton coulé en place. Et pour des raisons de simplicité du process de chantier, on fait souvent des murs, des voiles en béton, qui ont un effet immédiat, c'est d'obérer totalement la capacité de transformation future de ce bâtiment. Premièrement. Il faut mieux des poteaux-poutres. Exactement. Quand vous faites des bâtiments avec des poteaux, des poutres, d'abord, c'est moins de matière, très concrètement. Deuxièmement, c'est une capacité d'un bâtiment à s'adapter à un usage de demain, parce que, je vais enfoncer une porte ouverte, mais est-ce que chacun d'entre nous est capable de prévoir comment on vivra dans 30 ans? Quand on voit la révolution, par exemple, du télétravail, dont on ne sait pas complètement où ça va nous mener, mais on n'aurait pas pu vraiment l'imaginer il y a 30 ans. Donc il faut avoir cette flexibilité. Et d'ailleurs, quand on regarde nos villes, et Jean-Philippe Dugouin-Clément citait les 4 villes les plus denses d'Île-de-France, ce sont des villes aussi qui se caractérisent par des usages qui se sont transformés dans le temps, une vraie résilience d'un bâti qui a prouvé, parce que malgré tout, il n'y a pas si longtemps que ça, on savait encore construire pour non seulement de la durabilité des matériaux, mais aussi de la capacité d'adaptation aux évolutions, chose qu'on a perdue dans les 60-70 dernières années. Alors, pardon. Peut-être deuxième chose importante, c'est la question du coût. Et je pense qu'il ne faut surtout pas la mettre de côté, sinon on va se faire plaisir, on va avoir des beaux démonstrateurs, on va faire la une des magazines en disant « Regardez ce qu'on a fait de bien », mais on en fera un et on n'en fera pas 25. Aujourd'hui, nous sommes en France, nous avons une industrie de la construction, d'ailleurs qui n'est pas une industrie de la construction, ce mot est faux, nous sommes dans un artisanat de la construction. Parce que chaque immeuble est un prototype, parce qu'on n'arrive pas à avoir des processus reproductibles, et ça se traduit par une réalité très très simple, c'est que sur un siècle... Il y a des gros artisans quand même. Même pas. Vinci, Bouygues, Eiffage réinventent énormément de choses à chaque bâtiment. Et les architectes, bien évidemment, aussi. Mais juste pour illustrer, toutes les industries, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie de la chimie, ont connu une amélioration de leur productivité sur le dernier siècle. L'industrie de la construction a vu sa productivité se dégrader de manière constante sur ce dernier siècle. Et on peut toujours dire qu'il y a des normes plus exigeantes, etc. Regardez l'industrie automobile. Les normes sont infiniment plus exigeantes qu'elles ne l'étaient au début du siècle. Ça change un peu avec la fabrication hors site et exactement. Ça contribue. Aujourd'hui, la France est un des pays qui est le plus en retard sur ces pratiques-là. Et le fait de construire hors site. Alors construire hors site ne veut pas dire mal construire ou construire du préfabriqué, au sens de l'image architecturale qu'on en a. Mais nous avons à la clé une vraie capacité d'améliorer la qualité de ce qui est produit, de diminuer les coûts et d'embarquer un certain nombre de filières des matériaux de construction pour avoir des ressources qui sont beaucoup plus locales
L'Île-de-France a des ressources importantes, le chanvre, la paille, le bois, il faut aller chercher un tout petit peu plus loin, en tout cas pour des bois complètement exploitables, mais aussi la pierre, le gypse. On a parmi les plus belles carrières de gypse sous nos pieds. Donc des ressources qui sont là et qui permettent, si vraiment on industrialise, d'améliorer la qualité de ce qu'on produit, l'empreinte environnementale, mais aussi d'en diminuer les coûts, et ça, c'est absolument indispensable. Merci infiniment. On est ici au salon de la MIF, n'est-ce pas? Ça ne vous a pas échappé. Et que peuvent les maires? Vous disiez, c'est un débat d'ailleurs avec Frédéric Bonnet, il en parlera aussi en tant qu'architecte. Que peuvent les maires? Vous me disiez, le permis de construire n'est pas forcément un outil qui permet une grande exigence, il arrive tard, il ne donne pas toutes les informations souhaitables. Quel est votre regard sur l'action des maires par rapport à ces exigences à la fois de qualité et de sobriété? C'est vrai que d'un point de vue juridique, les maires sont extrêmement désarmés. Un permis de construire, je le rappelle, en droit, en théorie, n'a pas le droit, par exemple, de comporter les plans d'étage. Bon, heureusement, la plupart le font, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas opposable. Donc si le promoteur décide de faire autrement, or la qualité d'un logement tient beaucoup à son plan d'étage. Un permis de construire, c'est un outil qui dit un certain nombre de choses sur le droit de l'urbanisme notamment. Mais tous les éléments qui vont faire la qualité à la fin d'un bâtiment, réussi ou pas réussi, c'est pas là que ça se joue. Pas complètement là en tout cas que ça se joue. Il y a d'abord un premier sujet très concret qui est où se situe l'architecte. Bien sûr, un projet, il peut évoluer. Il faut faire face à des aléas. On doit trouver des économies en cours de chantier. Ça, c'est la réalité des choses. Beaucoup trop d'acteurs aujourd'hui se passent de l'architecte sur la phase de chantier, avec pour résultat, finalement, de faire des choix uniquement économiques et techniques, en perdant toute cohérence d'ensemble. Et ça, il n'y a qu'un garant, c'est l'architecte. Mais surtout, la contractualisation d'un certain nombre d'objectifs, en fait, elle ne passe pas par le permis de construire. Elle passe par une bonne association des élus, des services, et souvent ça passe par des aménageurs, parce que malgré tout, dans le diffus, tout ça c'est un rapport de force, mais qui repose exclusivement sur une relation de confiance. Et éventuellement, si vous ne tenez pas vos engagements, vous ne reviendrez pas demain. Bon, c'est quand même très très fragile. Alors qu'on a des outils, et moi je suis pour leur démocratisation et leur élargissement. Prendre un outil très simple, par exemple la convention AL 311-5 du Code de l'urbanisme, qui en ZAC fait que quand il y a un projet qui se fait sans passer par la maîtrise foncière de l'aménageur, il y a une convention qui contractualise tout ce qui devra être respecté par le promoteur dans la manière de faire. Ça, ce sont des outils qui mériteraient d'être généralisés, y compris quand il n'y a pas de zone d'aménagement concertée au sens classique du terme. Et il y a aujourd'hui, je pense, des trous dans la raquette pour pouvoir donner aux maires la main sur la maîtrise de bout en bout de la qualité du logement. Et je pense que c'est un enjeu majeur si on veut avoir une acceptabilité de la construction. Très bien. Construire, c'est un acte politique. Ça s'inscrit dans une vision politique, dans des engagements qui sont pris par un élu. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des projets qui viennent trahir ces engagements et qui finalement décrédibilisent une parole publique, non pas parce que l'élu n'aura pas tenu sa part de ses engagements, mais simplement parce qu'il n'aura pas eu les moyens de les faire. Merci beaucoup. Alors ça tombe bien, vous citiez l'architecte, le rôle central de l'architecte, sans qui rien ne se ferait. Frédéric Bonnet, c'est votre métier. Et vous me disiez, vous aussi, que vous considérez que le permis de construire, finalement, ne permet pas grand-chose, mais qu'à la limite, c'est pas grave, parce que si une relation s'est instaurée, Stéphane Defay en parlait, si un dialogue fructueux entre les acteurs politiques et les acteurs de la construction s'est instauré, on peut obtenir beaucoup, finalement, et c'est comme ça que ça se passe. Vous me disiez aussi des choses très intéressantes sur la densification, en me disant que finalement, c'était plus l'empreinte au sol et la minéralisation des sols que la forme urbaine et que la hauteur des tours qui posait problème. Expliquez-nous, c'est votre vision d'expert, de praticien, d'enseignant sur ces questions. Enfin, expert, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà des points de vue là, déjà très éclairés. Oui, vous êtes professeur. Que je partage en partie, que je partage volontiers avec ce qui vient d'être dit. Vous avez insisté sur la dimension politique. Moi, je pense que c'est absolument décisif. On est au Salon des maires, donc c'est le maire par excellence, en fait, qui porte
la question citoyenne, la question du débat, en fait, du débat public, avec une échelle de proximité en plus qui est très fructueuse en général. Et je pense qu'effectivement, sur la construction de la ville contemporaine, moi, ce que je constate dans tous les projets, dans toute la France, là où on est impliqué, c'est que j'ai l'impression, notamment sur les contradictions que vous avez évoquées, que l'attente citoyenne est plutôt supérieure à l'offre politique pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a tendance à être tellement prudent en se disant « Oh là là, si je fais ça, c'est risqué et tout ». Moi, je pense que les gens, de manière générale, c'est ce que je constate dans les réunions publiques, dans toutes les opérations, il y a quand même, toutes catégories sociales confondues, une vraie conscience de ce qui se passe, notamment sur les questions climatiques et sur les questions sociales d'ailleurs. Et il y a une attente en fait, en gros, il faudrait faire différemment, qu'est-ce qu'on fait quoi, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que le maire, là, il peut jouer un rôle absolument décisif de stimulation de ce débat public qui, je pense, aujourd'hui, n'est pas suffisamment... Enfin, il n'y a pas une offre suffisante, en fait, clairement. Et donc, on n'expérimente pas parce qu'on a peur d'expérimenter. On a tendance à faire des choses très standardisées, prise de risque zéro, alors qu'en réalité, les enjeux sont... Ce que vous avez dit sur la question des contradictions, là, les deux contradictions entre la dynamique métropolitaine et les questions écologiques, ce que vous auriez pu rajouter, mais je pense qu'on partage le même point de vue, c'est que malheureusement, les effets du changement climatique, notamment, en fait, risquent de nuire absolument dramatiquement à l'attractivité dans les années qui viennent. C'est même pas les décennies. Et ça a déjà commencé pour certaines catégories sociales qui peuvent partir. Ceux qui peuvent partir, il y en a qui partent, par exemple. Pas tous, évidemment, heureusement, comme vous l'avez souligné, mais... Donc on est dans un vrai danger là. Si on ne fait pas différemment, effectivement, à un moment donné, on rentre dans le mur assez vite quand même. Et donc je pense que le maire peut contribuer à construire une sorte d'approche nouvelle, beaucoup plus partagée, où la question de la construction, de la transformation de manière plus générale de la ville est beaucoup mieux accepté, devient un vrai sujet citoyen, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on est plutôt contre, mais par principe. Et il y a toute une série d'outils que vous avez, mais je pense que le maire peut porter un projet. En fait, souvent, il se laisse aller au fil de l'eau, puis au fil de l'eau, on se laisse embarquer dans des choses qu'on n'a pas souhaitées, quoi. Sur le zéro artificialisation nette, vous me disiez, les Suisses l'ont fait il y a plusieurs années, au terme d'un débat d'ailleurs assez riche, mais vous me disiez c'est une bonne chose, il faut y aller, et vous me citiez des exemples de compensation très intéressants, tels que le Havre, par exemple. On a, en fait, oui, j'ai parlé du port du Havre, mais ça, c'est déjà... Parce que c'est bien de citer des exemples de bonnes pratiques aussi. Mais grosso modo, cette question de l'artificialisation nette qui est plutôt perçue comme de manière un peu comme une punition, quand en gros on ne va pas pouvoir construire, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que si on a un vrai projet global, justement, porté à l'échelle d'ailleurs pas que de la commune, mais à une échelle plus large, en fait on peut se permettre de la renaturation massive qui est absolument nécessaire dans une agglomération comme l'agglomération parisienne, enfin le Grand Paris, à toutes les échelles, y compris en grande couronne. C'est-à-dire que en fait, la question du rapport à la nature, elle est quand même pas au centre des préoccupations depuis plusieurs décennies. De la remettre au centre et de redonner en fait une place à la nature sur des espaces qui sont artificialisés, souvent plutôt d'évoluer à des infrastructures ou des sols pour la circulation, etc., le stationnement, etc., en gros, il y a une artificialisation. L'artificialisation massive, c'est plutôt celle des sols que celle des bâtiments, en fait. Ça pose beaucoup plus de problèmes au niveau de sol qu'au niveau des bâtiments. Donc, redonner une place à la nature qui, dans le dispositif de la ZAN, permet quand même, parce qu'il y a des systèmes de compensation qui permettent, pour des cas où on a de bonnes motivations de le faire, dans un projet cohérent, de récupérer du terrain à construire là où, effectivement, on ne peut pas s'en passer. Après, je pense qu'il y a aussi une chose, vous signaliez la question très, très justement, en fait, de qu'est-ce qu'on fait avec des nouveaux besoins, la production d'énergie renouvelable, etc., etc. Il y a aussi, je pense, toute une série il y a une quantité de terrains absolument invraisemblables qui sont des friches, etc., et qui sont disponibles en attente, et souvent en attente, malheureusement, parce qu'on aurait aimé y faire des quartiers, des logements, tout ça, ça coûte très cher et tout. Il y a une série d'activités qui pourraient... C'est-à-dire l'usage des sols pourrait être beaucoup plus optimal.
ce qui va aussi dans le cadre de la limitation de l'artificialisation, parce qu'il y a des sols qu'on peut, c'est pas utilisé aujourd'hui, qu'on pourrait utiliser en fait pour des fonctions nouvelles. Voilà. Et après, ce que je disais effectivement, excusez-moi, je suis un peu long, mais parce que souvent, vous m'aviez posé la question, la forme urbaine, est-ce que c'est bien de monter, est-ce que c'est bien de densifier, tout ça. Vous avez donné les très bons exemples, c'est-à-dire qu'en fait, la densité n'est pas incompatible avec la qualité de vie, si on est bien d'accord. Ça, c'est, enfin, Paris, qui est une ville hyper dense, très chère, bon, certes, mais néanmoins, ça marche quand même, quoi. Je pense que le premier critère, on devrait se libérer un peu de cette question de la forme urbaine. On est encore beaucoup trop standardisé, surtout en Île-de-France, où il y a, je pense, justement un manque peut-être de conscience de la dynamique métropolitaine, d'échelle métropolitaine, en fait, qui fait qu'il y a une dynamique forte, que ça devrait être polycentrique, et on devrait se libérer à un moment donné du R+2 plus comble. Alors j'exagère un peu, parce qu'on va jusqu'au R+4, mais enfin, à partir d'un certain moment, on est complètement coincé sur des questions de hauteur. Je ne dis pas qu'il faut construire en hauteur, hein. Je dis qu'on pourrait ponctuellement se libérer un peu sur les questions des formes urbaines, mais par contre le critère de en quoi les transformations qu'on va installer sur un territoire, qu'est-ce qu'elles impliquent en termes de déplacement, de consommation des sols, en termes d'infrastructures, etc., ça devrait être un frein, c'est-à-dire ça devrait être un critère limitatif. C'est-à-dire à un moment donné, moi je pense que la limitation de la densification, c'est plutôt celle des déplacements et de l'utilisation du sol pour les déplacements, parce que la voiture, on dit toujours, c'est le problème des émissions de carbone, mais ce n'est pas que le problème des émissions de carbone, la voiture, c'est qu'elle mobilise le sol. Elle fabrique des îlots de chaleur, elle mobilise une quantité de sol absolument invraisemblable, qui est démentielle, et donc la limitation devrait être plutôt, en fait, de ce côté-là, finalement, de chercher quel est l'impact, finalement, sur le déplacement, avant de la question de la forme urbaine, hein, parce que ça, on arrive toujours, dans un projet bien fait, on arrive toujours à trouver des formes contextuelles, j'allais dire, raisonnable. Alors vous me disiez aussi que le tout construction bois qui est parfois présenté, et Pamard en fait beaucoup, ça rejoint beaucoup, vous disiez c'est quand même pas possible. Ça rejoint ce que vous avez dit. Aujourd'hui, clairement, en fait, on ne sait pas faire à un prix accessible. C'est-à-dire ça reste expérimental. Alors, c'est pas bon public de dire ça, parce que tout le monde dit, moi je fais un bâtiment, je fais une tour en bois, tout ça, c'est la mode. Mais en réalité, ça coûte beaucoup plus cher que de construire avec les voiles béton que vous avez évoqués tout à l'heure. On ne sait pas faire. Je pense que les opérateurs font des efforts, mais ça reste encore très poussif. Il faut des solutions mixtes, transitoires. Il faut faire de l'ossature béton avec le maximum de matériaux biosourcés par la suite, parce que ça, on sait faire, réglementairement, on sait faire. Il faudrait aussi investir, et ça ne peut pas être porté que par les opérateurs privés, investir massivement à une échelle. On a de la chance ici, on a un effet de masse en fait sur l'Île-de-France. On a des quantités absolument invraisemblables de quantité, quoi, quantitative. Donc on pourrait accompagner une massification en fait de certaines filières qui sont aujourd'hui très marginales et qui ont du mal en fait d'un point de vue réglementaire à passer les seuils qui leur permettent de devenir véritablement performantes. Il faut le dire un peu sèchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez parlé de la paille, vous avez parlé du champ, vous avez parlé du bois. C'est des filières qui sont aujourd'hui pas suffisamment performantes parce qu'elles ne savent pas répondre aux questions réglementaires et aux questions de coûts qui sont celles d'aujourd'hui. Donc, mais elles vont le faire, en fait. Merci beaucoup. Mais il faut que les collectivités, à une échelle régionale, parce que ça peut que jouer sur une échelle régionale, je dis région, enfin quand je dis régionale, je ne pense pas forcément en région, mais grande région, on va dire, parce que la ressource, c'est à cette échelle-là que ça se joue. Il faut un accompagnement très volontaire, et ça coûtera de l'argent, hein, de la mise à jour de ces filières. Parce qu'on ne peut plus construire en béton, en fait. Enfin, construire un voile béton, moi je ne diabolise pas le béton, mais on ne peut plus, il faut arrêter. Pas. Pour les raisons que vous avez très bien décrites, il faut arrêter. Merci beaucoup. Yann Dubosc, vous êtes aux premières loges, vous êtes maire de Bussy-Saint-Georges, et vous me disiez, vous évitez de parler de Tours le plus souvent possible, par souci disons, de non-violence. Alors, on a eu quelques expériences un petit peu malheureuses, effectivement, sur de la hauteur. Alors, moi je rejoins tout à fait ce que les intervenants précédents ont dit, mais je voudrais revenir quand même au pragmatisme du donneur d'ordre, parce que lui, il est confronté à des choses assez intéressantes. Vous parlez de violence, on en est quasiment là. C'est-à-dire que tout projet immobilier passe par une phase systématique et assez violente de refus, de rejet de la part de la population. Et le paradoxe, moi je suis dans une ville nouvelle qui est opération d'intérêt national, c'est-à-dire que le terrain appartient
à l'aménageur public. J'ai à peu près de 8 à 12 grues sur ma ville en permanence, et c'est 8 à 12 pétitions, c'est 8 à 12 éléments de recours sur les permis de construire. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens ne comprennent pas forcément le sens de l'aménagement d'une ville. Vous parliez tout à l'heure de construction, mais on va parler aussi de transport, on va parler de loisirs, on va parler d'éducation. Et c'est comme ça qu'un maire envisage sa ville, c'est-à-dire que ce n'est pas un plot qui est posé au milieu d'un terrain, c'est-à-dire que ça interagit avec l'ensemble de la vie quotidienne des habitants. Et c'est là où souvent le bât blesse. La plupart des gens à Bussy, mais comme ailleurs, quand vous allez construire un lotissement, quand vous allez construire un immeuble, ils vont se poser la question de savoir si ça ne va pas dégrader leur cadre de vie. Ce qui est souvent paradoxal, puisque population nouvelle va définir des équipements nouveaux, des investissements nouveaux, mais qui ne sont pas vus sur le moment. Et là où je rejoins M. Bonnet, c'est qu'il faut énormément de pédagogie. Et souvent, le débat public, il est biaisé par des éléments un peu exogènes qui viennent le troubler. Quand les associations qui font souvent des recours ont compris ce que le ZAN pouvait apporter, notamment dans leur action, ça a été aussi dramatique, en disant, puisqu'il ne peut plus y avoir d'étalement, il va falloir réfléchir à la construction de la ville sur la ville, mais ça a une limite. On parlait des friches tout à l'heure, avec Jean-Philippe, on a intervenu sur une thématique précédemment. Les friches, ça durera un temps, et puis après, il n'y en aura plus, donc ça ne va pas répondre à la pression de logement. En Seine-et-Marne, on gagne des milliers d'habitants par an, il va bien falloir les loger. Mais voilà, on est confronté à cette non-compréhension de la part des habitants sur le développement urbain. Et donc la question que se posent les maires, c'est finalement, est-ce que je vais signer cette opération ou est-ce que je prends moins de risques à ne pas la faire ? Et on se retrouve, on a tous constaté la baisse très forte aujourd'hui des ouvertures de chantier et des permis de construire. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une réflexion des élus, et je pense que c'est là que les opérateurs privés comme publics doivent pouvoir les rassurer. C'est que souvent on est seul. Hein, on parlait d'un maire qui est à portée de gifle, et quelquefois c'est le cas même au sens littéral du terme. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi doter les élus d'une maîtrise qui peut se faire. Moi, un permis de construire qui serait compatible avec le PLU, je ne peux pas m'y opposer. Et ma population ne comprendrait pas pourquoi je ne m'y oppose pas. Et donc, du style, vous êtes pour le promoteur, donc vous voyez tous les sous-entendus qu'il peut y avoir derrière. Attention à ça. On ne pourra pas faire sans les maires, on ne pourra pas faire sans les architectes ni les promoteurs, mais je pense que le maire est souvent une donnée que l'on ne prend pas assez en compte. Vous me disiez qu'à ce titre, le zéro artificialisation nette pouvait être perçu comme un argument de plus. J'ai vu que l'Association des maires de France était un peu montée au créneau contre cette règle qui va s'imposer. Alors, il y a plusieurs motifs, effectivement, pour être monté là-dessus, mais en tout cas, les associations qui, quelquefois, sous prétexte d'écologie, sont plutôt des associations qui font des recours systématiques sur les permis de construire, utilisent cela aussi. On a eu aussi des représentants de l'État extrêmement maladroits. Moi, je me souviens d'un préfet qui, autour de la table au conseil d'administration des PAMARN, dit vous, je vais casser tous vos permis parce que vous faites de l'étalement urbain. Donc voilà, donc si on arrive à trouver en plus au maire des motifs à ne pas faire, il ne faut pas trop non plus les chatouiller, parce que je dirais, lancer un projet, je vais être un tout petit peu vulgaire, ce sont que des emmerdes. D'accord ? Donc voilà, donc, je pense qu'effectivement, ces outils-là, ils ont été un peu brutalement prescrits. Je pense que la pédagogie, y compris vis-à-vis de la population, est nécessaire. Et on parlait d'outils. Quels sont les outils que l'on peut avoir pour essayer de maîtriser au maximum les choses au niveau du donneur d'ordre ? Je suis d'accord, le permis de construire, il arrive tard. Mais nous avons aussi les PLU, nous avons les documents d'urbanisme qui peuvent être négociés aussi à l'échelle des SCOT, donc intercommunaux, qui permettent aussi d'avoir quelques éléments. Ça ne règle pas tout, mais en tout cas, souvent, ça évite les catastrophes. Donc aujourd'hui, le ZAN, pour un certain nombre d'habitants, c'est puisqu'on ne peut plus s'étaler, on va monter. Donc c'est non. Oui, vous évoquiez en préparant ce rendez-vous une étude du CEREMA qui sur la hauteur, qui en France, oui, qui est l'objet d'un rejet vraiment assez, qu'on pourrait presque dire unanime. Et c'est très paradoxal parce que il y a des mots tabous en France, et le mot densification, je pense qu'il faudra peut-être trouver un autre terme à un moment donné, mais la densification fait peur parce que, effectivement, comme le disait, je crois, Jean-Philippe, il y a un risque de dégradation du cadre de vie. Enfin, c'est ressenti comme tel, sauf dans les communes où ça existe déjà. Mais dans les communes où ça n'existe pas, je dirais, ce phénomène-là fait extrêmement peur, et on ne va pas plus loin que l'image que l'on peut en avoir. C'est-à-dire que monter
En volume, pour le développement économique, a priori, ne pose aucun souci, mais pour l'habitat, notamment dans les villes de grande couronne, telles que les nôtres en Seine-et-Marne, pose énormément de difficultés. Donc la densification, le CEREMA l'a identifié en disant, au début c'est non, après c'est peut-être, c'est-à-dire qu'on commence à discuter de ce qu'est réellement la densification, c'est-à-dire qu'il y a eu des images, même nombre de logements, mais formes différentes. Vous mettez 100 logements dans une tour, c'est non. Vous mettez 100 logements avec un immeuble moyen, de l'intermédiaire et du pavillon, c'est oui. Alors que c'est la même densification. Donc c'est aussi un caractère assez irrationnel de la chose dont il faut tenir compte. L'irrationnel, ça ne se maîtrise pas, et surtout en politique. Quel regard vous portez sur la proposition des promoteurs, incarnés par leur président de la FPI en Ile-de-France, Marc Villand, de mettre en place ce qu'il appelle un permis de construire capable, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que le permis de un PLU capable, c'est-à-dire qu'une fois que le PLU, au terme d'une longue concertation avec tous les professionnels, une fois qu'il est défini, et que un projet est conforme à ces règles, il est de droit finalement autorisé, si j'ai bien compris. Alors ça fait effectivement une option, mais je crois qu'on a parlé tout à l'heure de confiance. Au-delà du PLU, au-delà du permis de construire. Donc posons-nous la question à l'envers, et ça a été le cas sur Bussy. Si la confiance n'est pas, voilà, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Si on n'a pas de recours possible nous-mêmes en tant que maire, donc il ne faut pas donner un blanc-seing, il faut qu'il y ait toujours cette relation forte entre le promoteur et le maire, et cette navigation. Et c'est vrai qu'on a eu, nous, de très très belles opérations, mais aussi des opérations difficiles, parce que justement, il y a eu une rupture de confiance avec le promoteur, avec un permis de construire en cours. Donc on ne peut pas s'en libérer. Voilà, donc il faut faire attention au blanc-seing. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes maire aussi, avant de donner la parole à Lana. Comment vous voyez ces questions vous-même en tant que maire? Non, on est sur des sujets extrêmement compliqués. La problématique, c'est que nous sommes dans un pays où nous avons peur du changement. On voit le changement comme un risque plutôt que comme une opportunité. Et l'acte de construire, l'acte d'aménager, au fond, c'est changer quelque chose qu'on connaît. Et assez fondamentalement, on est dans un pays qui doute de lui, on le reconnaît dans beaucoup de domaines, et on le paye directement dans l'acte de construire ou d'aménager, qui est l'acte qui conditionne le bien vivre ou le mal vivre. Après, quand on a dit ça, il y a des facteurs purement objectifs qui viennent accroître ou alimenter ces peurs. On a des exemples d'urbanisme raté. Quand on se remet quelques décennies en arrière où on a construit extrêmement vite, pas forcément toujours bien sur la qualité des process ou sur la qualité de l'aménagement urbanistique en tant que tel. On a aujourd'hui un véritable problème d'un bloc communal qui a été saigné à blanc depuis 10 ans financièrement, et où pour beaucoup d'habitants de communes, voire de nouveaux arrivants, c'est la certitude d'être plus nombreux, d'augmenter les problématiques de transport, les questions de sécurité, les questions de flux de personnes, mais ça n'est pas la garantie d'avoir des services publics supplémentaires. Pendant des années, la taxe d'habitation permettait, en ayant un impôt dynamique qui ramenait de l'argent aux collectivités en même temps qu'il y avait des habitants qui arrivaient, les nouveaux habitants permettaient de financer des services publics pour ceux qui étaient déjà là. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants ont l'impression que la part du gâteau sera partagée avec plus de convives à table quand de nouveaux habitants arrivent. Et si on n'est pas capable dans ce pays de réenchanter l'acte de construire, de recréer un lien de recettes dynamique entre l'arrivée de nouveaux habitants, la prise de population et les budgets municipaux, on n'arrivera pas à relancer durablement la construction dans ce pays. Moi, il y a une chose juste, et j'en terminerai par là, qui me terrifie aujourd'hui. On est en face d'une crise du logement majeure. Je redonnais les chiffres de la Fondation Abbé Pierre tout à l'heure, 1 200 000 mal logés en Ile-de-France. Aujourd'hui, cette crise du logement, on n'en est qu'aux prémices. Ce qu'on voit aujourd'hui en termes de livraison de logements, ça correspond au permis de construire des années 2017, 18, 19, qui ont été les 3 meilleures années des 10 dernières en Ile-de-France. L'année 2020 avec les municipales, l'année 2021 avec la Covid, a été un effondrement des permis de construire. On est face à une situation macroéconomique compliquée. Les taux d'intérêt remontent, le coût des matériaux augmente, la raréfaction du foncier, liée à l'objectif ZAN qui est une bonne chose, mais quelque chose qui augmente les coûts. Quand on travaille
travaille sur des friches, sur du réaménagement de zones commerciales inutilisées, mal utilisées, on sait le faire, mais on augmente les coûts. Et moi, je crains que si on ne réinjecte pas des intérêts objectifs pour les élus locaux, qui au fond ne sont que les représentants de ceux qui leur ont donné mandat, ne sont que les représentants de leurs habitants. Si on ne recrée pas des sources d'intérêt objectifs à l'acte d'aménager, de bâtir, de construire, on se crée, pas aujourd'hui, mais à 3, 4, 5 ans, une situation totalement explosive. Merci beaucoup. Grégoire Frère-Jacques, vous êtes directeur général adjoint de l'ANA. Vous allez nous parler de MaPrimeRénov', qui est connue, je pense, mais pas seulement, puisque l'ANA ne se contente pas de donner des sous pour la rénovation énergétique des bâtiments, de plus en plus. Vous fournissez aussi une aide à l'ingénierie précieuse en ces temps de complexité accrue dans l'aménagement, notamment durable. Oui, merci. Le débat est vraiment complexe, on l'a vu, notre sujet, le sujet auquel il faut répondre, et je reviendrai parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est l'intervention sur le bâti existant, qui est effectivement au cœur des missions, pour le coup, de l'ANA. Et vous le dites, effectivement, mon sentiment, hein, et c'est ce que l'agence porte énormément, c'est que de toute façon, le rôle des maires, le rôle des élus, évidemment, est central. Ça ne peut faire n'importe quel projet, on l'a bien vu, ce sont des questions d'aménagement à des échelons qui sont différents, qui doivent être coordonnés parce que c'est des questions de transport, de services publics, d'emploi, évidemment, de bassin d'emploi. Et tout ça, la question du logement s'inscrit dans cette dynamique-là. Bon. Évidemment, l'intervention sur le bâti existant, dans tout notre questionnement, il est essentiel. Juste un chiffre, hein, que je rappelle, nos objectifs à 2050 sur le logement, 80% du parc de logement, il est là. De 2050, il est déjà construit. Donc de toute façon, il va falloir aussi intervenir, pas que, bien sûr, on l'a dit, mais il faut aussi se concentrer des efforts dans les politiques, dans les politiques d'aménagement sur cette réhabilitation de ce parc privé et répondre à nos ambitions. Alors il y a des ambitions évidemment écologiques, énergétiques. Il y a un élément qui est très important à prendre en compte également, et je pense que les maires y sont particulièrement sensibles, parce que la table ronde, c'était répondre aussi aux besoins des Français. On vit une transition écologique, une transition énergétique, mais pas que. Il y a aussi une transition démographique qu'il faut prendre en compte. La capacité effectivement à prévoir dans nos logements comment on accompagne ce qu'on appelle maintenant le virage domiciliaire, c'est-à-dire la possibilité pour des ménages, pour des personnes, de rester le plus longtemps possible dans de très bonnes conditions dans leur logement, quel que soit leur âge et le niveau de dépendance auquel ils peuvent être confrontés. Ça aussi, ça doit être intégré dans les politiques et évidemment, c'est les préoccupations de tous les élus. Alors là-dessus, par rapport à l'ANA, vous citiez, il y a des dispositifs. Il y a MaPrimeRénov'. Oui, MaPrimeRénov' est un dispositif, j'y reviendrai, d'intervention pour la rénovation énergétique. MaPrimeRénov', c'est un dispositif parmi d'autres de financement, d'aide au financement pour les ménages, pour faire leurs travaux. Il y a des mais c'est important. Parce que certains disent que tant qu'il y aura un reste à charge, finalement, ça ne décollera pas. Tout à fait. Pour le privé. Hein. Je vais revenir sur le reste à charge. Mais effectivement, il y a beaucoup de dispositifs et ces dispositifs doivent être coordonnés. C'est-à-dire parce que la réalité, quand on intervient sur le bâti, il peut y avoir des problèmes d'insalubrité du logement, il peut y avoir des problèmes, je le disais, d'adaptation à des questions d'autonomie. Les dispositifs existent. Par contre, je ne dis pas que c'est simple, c'est complexe. De toute façon, l'intervention sur de l'existant et sur du logement, c'est complexe par nature. Et effectivement, vous le citiez, l'aide à l'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à accompagner les projets, à maîtriser ces dispositifs, ces différents dispositifs, comment on peut les articuler, comment on peut les optimiser dans des projets de financement. Je ne parle même pas de l'intervention sur les copropriétés, évidemment, on sait bien que c'est une question particulièrement sensible, des projets très très longs. Donc évidemment, cette aide à l'ingénierie locale auprès des maires, il faut la déployer, il faut l'accentuer, il faut qu'elle puisse s'inscrire pour qu'on définisse des projets qui s'inscrivent complètement dans des stratégies d'aménagement. Et après, sur les dispositifs, évidemment, la logique, encore une fois, de cette intervention et du soutien aux ménages par rapport à cette question du reste à charge, parce qu'il faut passer à l'acte pour rénover son logement. La question de la diminution du reste à charge est essentielle. Il y a des aides directes. MaPrimeRénov' en est une. C'est proportionné, évidemment, en fonction des revenus des ménages. Il y a d'autres acteurs qui viennent cofinancer, des élus, décident des aides pour réduire le reste à charge. C'est très important. Mais il y a un élément qui est encore, j'allais dire, presque plus important ou aussi important que celui de l'aide financière, c'est l'aide à l'accompagnement.
c'est l'accompagnement des ménages. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contact direct, une explicitation pour lever des freins, des craintes éventuellement, parce que c'est évidemment intervenir sur son bien, sur son logement, c'est aussi très complexe. Et donc cet accompagnement, ça c'est l'objectif du service public de France Rénov qui a été lancé, service public de la rénovation de l'habitat. L'idée, il y a plusieurs, c'est informer, c'est orienter, mais c'est surtout accompagner. Et il faut effectivement généraliser. J'allais dire on est passé à une échelle de massification des aides à la rénovation. Vous citez ma prime rénov, on a plus d'1 million d'aides qui ont été distribuées. Maintenant, il faut aussi qu'on passe à une échelle de la massification de l'accompagnement et en lien effectivement avec les élus. Vous financez à l'ANA des postes du fonctionnement En fait, auprès des communes? Alors, sur l'ingénierie, il y a des possibilités de financer en ingénierie, effectivement, des postes, des emplois, hein, encore une fois, hein, pour faire cette ingénierie territoriale. Ça, c'est effectivement très important. C'est aussi la conduite d'études, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, cette situation est complexe, donc il y a des études, des évaluations qui peuvent être faites. Là aussi, il y a des mécanismes de financement qui existent. Très bien, merci infiniment. On s'approche de la fin de cette table ronde. Il nous reste néanmoins un quart d'heure. Avant de demander à chacun des convives de dire son mot de conclusion, que j'orienterai un petit peu en leur demandant, s'ils le veulent bien, comment ils estiment qu'il faut concilier atténuation et adaptation au changement climatique, puisque l'adaptation fera l'objet d'une présentation après d'un guide ou d'un recueil de bonnes pratiques par la MIF avec les élus, etc. On vous présentera tout ça à partir de 12h15. Y a-t-il des questions à ce stade dans la salle, des demandes de prise de parole sur ces sujets majeur? Eh bien, la réponse est non. Donc, Yann Dubosc, comment vous voyez cette histoire de... On dit que, c'est pas une histoire, on dit que l'adaptation est un peu le parent pauvre, et qu'en fait, et que maintenant qu'on sait que le réchauffement est là, qu'on en subit déjà les conséquences, il est temps de s'adapter. Et en tant que maire aussi, c'était une problématique à laquelle vous êtes sensible? Mais je crois que de toute manière, les maires sont adaptables, sinon ils ne seraient plus là. Donc je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective. Et je pense que l'année prochaine, on sera encore là pour en tirer les conséquences. Donc moi, j'ai confiance plutôt dans cette adéquation plutôt qu'adaptation, adéquation entre cette nécessité et cette urgence climatique telle qu'on l'a définie aujourd'hui, les moyens dont nous disposons pour faire, et aussi cette confiance qu'on a, nous, créée avec les concitoyens. Donc je pense que cette adaptation et cette acceptation, c'est ce gap-là qu'il va falloir travailler. Stéphane Defeuille, vous pensez, je crois, que les deux peuvent se conjuguer, que l'un peut être l'allié de l'autre? Non seulement les deux peuvent se conjuguer, mais c'est absolument indispensable. De façon très très concrète, aujourd'hui, un des grands défis, c'est loin d'être le seul, c'est de s'adapter à un confort d'été face à des températures qui ne sont pas nos températures des normales saisonnières aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, Météo France a remonté ses normales saisonnières, comme il le fait tous les 10 ans, de façon très constante. Et si on traite ça par de la climatisation, par exemple, on a juste tout faux, parce que le zéro carbone net 2050, ça passe par des solutions qui sont sobres, des solutions d'adaptation sobres dès aujourd'hui. Mais en fait, quand on raisonne cette sobriété-là, on est déjà dans une logique de frugalité dans la manière de traiter la construction d'aujourd'hui. Simplement, traiter des logements qui soient traversants, c'est-à-dire qu'on peut organiser un courant d'air, enfin, sans aller chercher midi à 14h, c'est déjà traiter à la fois de la qualité de vie, à la fois de l'adaptation et à la fois de l'atténuation, parce qu'en réalité, ça évite de mettre des outils coûteux. Juste pour compléter un point sur lequel je voudrais rebondir, sur ce que disait Jean-Philippe Dugoin-Clément tout à l'heure, et notre peur du changement. En fait, c'est une fantastique opportunité que nous avons devant nous. Nous faisons face, non pas à une crise, mais à des multiples crises. Mais c'est absolument extraordinaire d'être dans une capacité, même dans une obligation de changer les choses. Et je voudrais juste finir en vous racontant quelque chose qui m'avait beaucoup ému quand j'étais à Bordeaux avant. À Bordeaux, on a fait une tour en bois de 17 étages. Bordeaux qui est plutôt conçu comme une ville basse. On avait eu une pétition enterrée, enfin on en a expliqué. Mais surtout, on a présenté 9 projets magnifiques à la population avant de choisir. Et à la fin, il y a une habitante, en plus elle habitait une petite maison juste en face de cette tour, qui vient me voir en larmes. Et alors là, je me dis oui. Et là, elle vient me voir et elle me dit « Merci, vous nous rendez notre dignité ».
j'avoue que j'ai mis un peu de temps à comprendre de quoi elle parlait. On a parlé un petit peu, elle me disait, vous savez, nous sommes dans un quartier qui s'est toujours senti délaissé par Bordeaux. On n'était pas à Bordeaux. Et là, vous faites quelque chose qui est une première mondiale. En l'occurrence, c'était la première tour en bois au monde qui montait à 17 étages. Et elle, dans la tour, dans cet objet qui peut faire peur, elle n'avait pas vu les 17 étages. Elle avait vu une cohérence d'ensemble, du sens, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, un vrai projet de société derrière. Et ça l'avait ému. Et je pense que c'est vraiment effectivement ce réenchantement qu'il faut qu'on arrive à redonner à l'acte de bâtir et de construire. Merci beaucoup. Frédéric Bonnet, comment vous voyez ce rapport entre atténuation et adaptation? Les deux sont... Enfin, je ne peux pas répéter, mais je relisais votre phrase, là, comment s'adapter au changement climatique en matière de logement, tout en répondant aux besoins, aux aspirations des Français. En fait, cette phrase, elle est complètement tordue. En fait, les aspirations des Français, c'est aussi l'adaptation au changement climatique et la nécessité de... Enfin, les gens, ils ne sont pas bêtes, ils voient bien ce qui se passe, en fait, en gros. Hein. C'est la même chose. Je le dis parce que c'est une manière de dire... En fait, on n'est pas susceptible. Aujourd'hui, la question de l'adaptation... Et non, parce que derrière, il y a un background quand même, comme si c'était contradictoire. L'adaptation, elle est décisive et aujourd'hui, on ne fait pas assez d'efforts là-dessus. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la question du changement climatique, c'est de la prospective, c'est dans 10 ans, en fait, c'est maintenant. Et donc, il faudrait effectivement changer la question, par exemple, des logements traversants, là, que vous avez souligné. Pour l'instant, aujourd'hui, moi, je suis urbaniste conseil dans plein de villes et tout ça, puis je suis urbaniste dans les ZAC, etc. En fait, même dans les ZAC, on voit encore aujourd'hui des gros paquets. Enfin, il faudrait qu'on commence par jeter à la poubelle les plans, là, 35 mètres par 16 mètres, avec le couloir de 12 mètres, la cage d'escalier unique et tout ça, avec les T2 mono-orientés plein sud ou plein ouest qui donnent sur un parking sans arbre, etc. Parce que, en fait, ça, c'est l'ordinaire de la production, quand même. Et je pense que si les gens, en fait, supportent pas la densification, c'est aussi à cause de ça. Le R+3... en fait, très politiquement correct, de 35 par 16, hyper rentable, avec le parking devant sans arbre, c'est ça qui en fait, est abominable. Parce que les gens, ils habitent dedans, après, évidemment. Hein, c'est pas... Et donc, il faudrait commencer par se débarrasser de cette espèce de modèle économique, là, aujourd'hui, ça fait quand même 30 ans qu'il tourne. Et ça, c'est une question d'adaptation et d'atténuation. En même temps, quand on construit en biosourcé, on est meilleur sur le plan de l'adaptation, enfin sur le confort d'été notamment, et on est meilleur sur le plan de l'atténuation, puisqu'on consomme moins d'énergie en faisant moins de béton. Donc les deux sont absolument non seulement conciliables, mais c'est la même chose, en fait. Ça devrait être la même chose. Et j'insiste aussi sur le fait que je trouve, parce que cette question de changement climatique, ça produit des angoisses, c'est très anxiogène, en particulier dans les populations jeunes, on les comprend, parce que les perspectives, on n'en a pas parlé, mais enfin quand même les rapports du GIEC qu'on a, enfin moi je lis régulièrement chaque fois que ça sort, c'est absolument terrifiant quand même, c'est pas du tout, enfin je veux dire, ça fait vraiment très peur, quoi. Puis on voit bien les effets, là, ça se dramatise et tout ça, ça s'accentue. Donc on voit bien que c'est très compliqué. On n'est aujourd'hui pas encore complètement, je trouve, apte à répondre et à changer radicalement les manières de faire. Donc je pense qu'une métropole dynamique comme la métropole du Grand Paris devrait être typiquement le lieu où on prend le plus de risques et où on est le plus en pointe, quoi, en fait, sur ces questions. Et où on change le plus de choses, parce qu'on a le levier de la dynamique et la puissance de la masse critique. Et ça devrait être un atout incroyable plutôt qu'un handicap sur ces questions. Grégoire Frère-Jacques, quelle est votre opinion? Non, très rapidement, je m'inscris complètement dans ce que chacun est en train de dire. Je crois qu'il y a un alignement de la prise de conscience, mais à tous les échelons, que ce soit les institutionnels, les élus, les habitants, les citoyens, sur l'urgence à agir. Il y a aussi un alignement sur la volonté d'agir des différents niveaux, de tous les institutionnels, à commencer effectivement par les élus, mais je pense qu'on a besoin d'une plus grande capacité de dialogue pour s'adapter, pour faire preuve de créativité. En fait, on doit répondre à des situations qui sont complexes, on doit adapter nos outils, chacun partenaire, j'allais dire État, élus, différents institutionnels, et on doit être capable effectivement de réinventer des modèles qui sont capables de répondre à cette urgence.
Merci infiniment. Alors avant qu'on passe à la présentation du recueil de bonnes pratiques, très important que la MIF va présenter, je vous laisse conclure si vous voulez bien et parler de votre vision de cette conciliation entre adaptation et atténuation. Bien, je ne vais pas être très original. Les deux sont totalement liés et avancent ensemble. Moi, j'aime le terme adaptation ou adaptabilité parce que quand on regarde l'histoire de l'homme, enfin, l'être humain est certainement le plus misérable des mammifères en termes de qualité intrinsèque. N'aurait même pas dû survivre quelques décennies. Et pourtant, il s'est retrouvé à coloniser la planète entière, à en faire parfois n'importe quoi, mais pour une seule raison. C'est que depuis des millénaires, on a eu une capacité à s'adapter. Non pas à vouloir changer la planète, mais à s'y adapter. Et au fond, ces dernières années, le XXe siècle a été un siècle où on a pensé qu'on pouvait changer la planète plutôt que s'y adapter. Je pense que la question de se réadapter à un monde qui change, d'adapter nos modèles, d'adapter nos modes de développement, nos modes de vie, c'est une nécessité aujourd'hui. On n'a plus la possibilité de faire autrement. Alors ça implique de repenser énormément de modèles, ça implique aussi de recréer du volontarisme et de la réalité politique. Parce que si on dit également les choses, c'est vrai en France, pas forcément dans tous les pays, mais on a aujourd'hui une crise du pouvoir politique qui n'est plus en situation de pouvoir décider, de pouvoir influer, qui aujourd'hui est coincé entre des obligations économiques ou budgétaires, des obligations sociétales, des obligations de satisfaction à un certain nombre de lobbies. Et au fond, moi je pense qu'on est, ce que disait Stéphane Defay, à une période profondément charnière. Est-ce qu'on est capable de se réadapter en inventant un nouveau modèle ? Est-ce qu'on est capable pour cela d'avoir un monde politique qui, en matière de logement, en matière d'aménagement, soit capable de reprendre la main, soit capable de resimplifier, parce qu'on est arrivé dans une société qui est au bout d'une complexification croissante qui fait qu'on ne fait plus, même plus uniquement pour des questions budgétaires, mais parce que c'est devenu tellement dur, tellement complexe qu'on n'est plus en situation de porter les choses. Et au fond, on est sur une période charnière. Et toutes les périodes charnières, toutes les périodes de crise, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises alimentaires, que ce soit des crises militaires, ont abouti sur des révolutions, sur des adaptations. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui, parce que je suis profondément optimiste, si j'étais pas optimiste, je ferais autre chose qu'être élu. D'ailleurs, je pense qu'on est sur une période où on a la capacité d'adapter, de réinventer, de révolutionner le système. Merci infiniment, merci à tous. Je crois qu'on peut en effet vous applaudir. Et je vous demanderai de rester, surtout, de ne pas partir, puisque je vais appeler tout de suite de nouveaux intervenants. Merci à tous, merci beaucoup. Merci infiniment. En la personne de Rollin Cranoli, vous êtes maire de Gagny et élu référent de la commission transition écologique de la MIF. Christelle Insergex, vous dirigez la REC. Et Jérémy Almosny, vous êtes directeur régional de l'ADEME Île-de-France. Il y aura donc chacun d'entre vous, vous allez nous présenter ce recueil de bonnes pratiques que la MIF a fait au terme d'une concertation très intense avec les élus sur le sujet justement de l'adaptation, qui est parfois, je le disais, le parent pauvre des politiques de transition écologique. Je vais vous donner tout de suite la parole, et puis il y aura la diffusion d'une vidéo d'interview d'élus qui ont participé à cet important travail. Et ensuite, les élus ayant participé au groupe de travail seront invités à monter sur scène pour une photo de famille. Et je crois que le guide vous sera remis. Enfin, ce n'est pas un guide, d'ailleurs, vous insistiez, Madame Insergex, sur le fait que c'est plutôt un recueil de bonnes pratiques. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Merci et bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est un recueil de recommandations et de bonnes pratiques à destination des élus, et qui a été élaboré effectivement en partenariat donc, par la REC et le département énergie-climat de l'Institut Paris Région, l'ADEME Île-de-France et la MIF, mais aussi en associant étroitement une trentaine d'élus pour intégrer dès l'élaboration de ce document à la fois les besoins, les attentes, les retours des élus locaux qui agissent concrètement sur les territoires, qui sont en prise avec cette problématique,
et qui aussi ont pu donner des conseils, des retours d'expérience. Et je pense que c'est vraiment la plus-value et l'intérêt de ce document que d'être, avoir une dimension opérationnelle avec des clés pour comprendre ce qu'est l'adaptation au changement climatique, des clés pour agir, avec des conseils, des retours d'expérience, des idées d'action. C'est quoi une action d'adaptation au changement climatique? Et une méthode, donner la méthode, la démarche pour commencer à s'emparer du sujet et à lancer une dynamique sur le territoire. Merci beaucoup. Roland Cranoli, vous le confirmez, hein, c'est une attente des maires. Hein. Les maires sont de bonne volonté par définition et ils demandent quelque part de l'aide, y compris méthodologique, des bonnes pratiques. C'est la meilleure façon de diffuser ces savoirs. Je dirais même plus, je dirais que l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé pour associer les différents élus membres de l'AMIF à travailler autour de ce sujet tombait à point nommé. Parce que dans les différentes commissions que nous avons organisées en matière de transition écologique ou d'adaptation au changement climatique, c'était des questionnements, des interrogations, des inquiétudes des élus qui remontaient. Et pour le coup, lors des échanges entre élus, nous nous sommes rendus compte qu'il était quand même assez pertinent que les maires ne se sentent pas seuls finalement face à cette problématique qui est une véritable problématique qui interroge également la population. Et l'idée, c'était de se mettre autour d'une table, de pouvoir travailler, mais travailler aussi en partenariat. Et je salue d'ailleurs le partenariat que nous avons mené avec l'AREC autour de ce sujet, avec l'ADEME également, et travailler pour justement élaborer ce recueil fait par des élus, pour des élus. Et là, c'est vraiment ça, le sens essentiel du recueil, c'est que chacun pourra se retrouver à un moment ou à un autre là-dessus. L'idée n'était pas de partir de projets portés par certaines villes et les calquer sur d'autres villes, mais surtout trouver le point de départ de la réflexion, le point de départ de la démarche, et surtout comment user de pédagogie pour associer au mieux la population aux orientations que nous voulons donner. Jérémy Almosny, ce type de démarche converge directement avec votre action. Vous me disiez, vous aussi, que vous considérez que l'atténuation et l'adaptation vont de pair. Écoutez, merci de me donner la parole. Ça me permet, dans un premier temps, de remercier vivement les partenaires, les vrais artisans de ce recueil, et non de guide, des bonnes pratiques, l'AMIF et puis bien sûr l'AREC. Et puis j'en profite pour remercier les élus parce que c'est vraiment la moelle épinière, le cœur et vraiment l'originalité de cet exercice unique, hein, celui de collecter, consulter le regard, l'avis d'élus à destination d'élus, ce qui donne à la fois tout son caractère opérationnel et concret à l'exercice. Donc vraiment félicitations. Et puis, comme vous dites, effectivement, et je crois que ça a été clairement précisé préalablement, l'adaptation, c'est aujourd'hui, c'est déjà un sujet. Donc effectivement, on se projette à horizon 2050 pour travailler sur l'atténuation, mais l'adaptation est clairement un sujet du quotidien, et au-delà de bâtir des réflexions sur nos vulnérabilités, les îlots de chaleur, les risques d'inondation, les élus ont besoin de solutions concrètes, et il est vrai que ce recueil permet vraiment de passer à l'action, c'est-à-dire d'incarner une ambition, de poser un diagnostic, mais aussi de passer à l'action, et c'est vraiment la force de ce recueil. Merci beaucoup. Si la technique est prête, je crois qu'on va voir des vidéos d'élus qui ont contribué à ce guide participatif, fait donc, comme l'a très bien dit le maire de Gagny, par les élus, pour les élus. L'approche par la nature est, selon moi, une des meilleures approches pour pouvoir justement mobiliser la population. L'enseignement que nous pouvons tirer de la crise sanitaire que nous venons de passer, c'est un véritable retour de l'être humain vers la nature. Et lors de cette réunion, les services techniques commencent par nous déployer une carte sur la table, une grande carte de la ville. Et en bleu, on a toutes les zones qui seront inondées si une crue a lieu. Et très rapidement, j'ai mon regard qui est attiré par un point particulier, c'est là où j'habite. Et je vois que si demain il y a une crue, il faudra que je monte dans les combles. On est allé voir le plan canicule et on a découvert qu'il n'y en avait pas. On ne fait pas de la concertation dans un bureau, on fait de la concertation dans la rue,
avec des cartes, avec des plans, avec les habitants. Et on regarde où est-ce que le soleil tape fort, où est-ce qu'il y a trop de voitures et c'est irrespirable, où est-ce qu'il n'y a pas d'arbres. Et donc en fait, plutôt que de faire peur sur la notion de changement climatique, montrons le positif de chacune de nos mesures. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait un portage politique du sujet et qu'on arrive à une pratique de travailler ensemble, de s'associer, de travailler ensemble entre délégations, donc entre élus, entre services. L'autre public qui pourrait souffrir du dérèglement climatique sont évidemment les enfants. Et donc pour les enfants, c'est tout ce qui sera autour de l'école ou du périscolaire, ou dans l'école ou dans le périscolaire. Par exemple, notre sujet favori, on va essayer d'en faire plusieurs, c'est de transformer au fur et à mesure nos cours d'école. Et donc au fur et à mesure, on essaye de changer ces cours et de les transformer, de les végétaliser en ce qu'on appelle maintenant des cours oasis. Voilà, donc ce petit film explicatif. Je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle qui ont participé à sa rédaction, auquel cas je les invite à monter sur scène pour la photo qu'on va faire maintenant, à minima avec vous trois, mais oui, je vois que... Mais voilà, magnifique, comme prévu, je vous laisse. Je vais prendre moi-même une photo d'ailleurs. Voilà, allons-y. Et merci beaucoup, je crois peut-être qu'on peut vous applaudir pour, avant même la photo. Merci infiniment. Le timing est impeccable.